D'abord, bonjour à vous tous. Il me fait plaisir de vous entretenir aujourd'hui sur la santé du pie et la mamite chez la brebis. C'est un sujet qui a été maintes fois discuté et présenté, puis j'espère l'aborder d'une manière à favoriser votre compréhension sur certains points et à vous questionner sur certains d'autres. Alors, la mamite, pourquoi en parler encore? La mamite, c'est une condition fréquemment rencontrée dans nos élevages, puis elle cause des troubles de santé chez la brebis et des pertes financières en entreprise. De plus, elle est considérée comme l'une des principales raisons de réforme. Une étude au Royaume-Uni révèle que 35 à 50 des brebis à l'abattoir présentent des lésions au pie. Suite à une courte introduction, on va revoir les caractéristiques du pie de la brebis. Qu'est-ce qu'une mamite, la définition, la prévalence des taux à ne pas dépasser, les défenses naturelles, les diagnostics à établir, le diagnostic qu'on peut faire à la ferme, parler d'un programme PISAC de santé mammaire des petits ruminants, les traitements, les coûts des mammites, le tarissement et la prévention. Aujourd'hui, nos races de boucherie sont beaucoup plus prolifiques avec 3 agneaux, parfois plus. Puis pour nourrir ces agneaux, puis assurer une bonne croissance, puis un GMQ intéressant, la brebis doit avoir une glande mammaire en santé. Puis chez les races laitières, la production d'un lait de qualité est essentielle à la fabrication de produits à valeur ajoutée. Le pie est composé de 2 mamelles ou 2 quartiers complètement séparés, puis une vue interne. Ici, une petite citerne est présente au niveau du treillon. Et puis, un peu plus haut, il y a une citerne de plus grande dimension qui constitue une réserve de lait rapidement disponible, qui est alimentée par des canaux de différentes tailles et du tissu mammaire constitué de plusieurs unités séricatrices recoupées en grappes qu'on appelle les alvéoles. Et de façon plus précise, au niveau de l'alvéole, elle est tapissée d'une couche de cellules épithéliales qui sécrètent le lait et puis entourée de cellules qui peuvent se contracter sur l'effet de l'oxytocin, puis favoriser la descente du lait vers la citerne. Et puis, les vaisseaux sanguins amènent tous les éléments nutritifs nécessaires à la fabrication du lait. Alors, notre plus grand stockage se trouve au niveau de la citerne, mais on en a aussi au niveau alvéolaire, puisque le lait est fabriqué en façon continue. Si on regarde la composition du lait, le lait de brebis contient entre 81 et 83 d'eau, 7 de liquide, 6 de lipides, 6 de protéines, près de 5 de glucides, surtout du lactose, puis 1 de minéraux, puis un peu de vitamines. Et si on le compare avec d'autres espèces comme la chèvre puis la vache, notre lait de brebis est très riche en calcium, 190 mg par 100 ml. C'est énorme. Puis on voit ici qu'il est plus riche en matières grasses, en protéines et en même plus au niveau des calories. C'est un lait qui est très nutritif. Ces composantes solides du lait en fait un produit intéressant pour la fabrication de fromage et puis un lait nourrissant aussi énergétique pour nos agneaux. Puis ici, on voit que c'est la cellule qui produit tous les éléments du lait qui ils diffusent, ils passent à travers la membrane, ils sont libérés dans la lumière d'alvéole. Ici, c'est une diapo très intéressante au point de vue de la morphologie de la glande mammaire. On compare la base du pie et la citerne de différentes espèces, puis on peut voir la différence de capacité de stockage. Et en A et B, c'est la vache laitière, le tissu mammaire très important et volumineux. En C, c'est la chèvre laitière. C'est elle qui possède la plus grande capacité de réserve. On peut avoir jusqu'à 70 du lait qui est stocké à ce niveau-là. Et puis ici, c'est nos brebis laitières. Puis la lacone qu'on connaît bien, on voit qu'il y a une bonne réserve. Puis on voit que la morphologie de la citerne varie selon la race et le croisement qu'on a fait. Et puis nos races de boucherie qui ont été sélectionnées de façon moins intensive pour le lait peuvent avoir une morphologie un peu comme celle qui nous montre en D ici. Là. Et puis, à partir de cette diapo, on peut comprendre plus facilement que la préparation, que la sécrétion de l'oxytocine lors de la traite chez la brebis et la chèvre sont moins importantes parce qu'on a déjà une bonne quantité de lait rapidement disponible en réserve dans la citerne. Maintenant, au point de vue de la conformation,
En France, l'Institut de l'élevage a étudié beaucoup sur la conformation du pis, des trayons et leur positionnement, parce qu'ils ont une influence sur une répercussion sur la santé mammaire au point de vue de la facilité de la traite, la fréquence des mammites et également le taux de leucocytes. On regarde ici l'angle des trayons, le sillon central et la distance au niveau des jarrets. Là, excusez, je crois que j'ai arrêté l'enregistrement. Est-ce que ça se peut? Oui, ben, désolé, j'ai eu un petit problème. On parle de la conformation. On disait que en France, ils ont travaillé beaucoup sur ces caractères qu'on parlait de l'angle des trayons, les sillons et la distance du pis par rapport au jarret. On aime bien un pis qui se maintient en haut des jarrets. Puis une charte avec pointage a été développée. Puis ce qui est en rouge, c'est à éviter. Puis en vert, c'est ce qui est favorable à aller chercher chez nos brebis. Alors, oups, désolé, ça va bien. On va aller à la prochaine. Une fiche a également été produite pour notre brebis allaitante de boucherie par le CEPA. Et puis, on a envoyé les facteurs qui sont plus défavorables avec des facteurs qui sont plus positifs ici, avec une légère courte description qui donne les bons points à rechercher. Puis, c'est une fiche qui peut vous aider dans la sélection de vos brebis à faire les bons choix. Alors, la définition d'une mamite, qu'est-ce qu'une mamite? La mamite, c'est une réponse inflammatoire de la glande mammaire à une agression. Puis la plus fréquente étant d'origine infectieuse par des microbes, mais elle peut aussi être occasionnée par des facteurs externes comme les coups, les blessures, la surtraite. Puis cela se traduit souvent par un changement physique de la glande mammaire et ou de l'apparence du lait par la modification des sécrétions. Puis il faut se rappeler tout d'abord que cette réaction inflammatoire a lieu à un premier temps dans un but de protection, soit d'éliminer l'agent infectieux des toxines ou aider à la guérison des tissus. Alors, la mamite peut être classée en 3 grandes catégories. La mamite clinique, subclinique et chronique. Et puis, la mamite clinique peut être de type légère, modérée et aiguë, parfois gangreneuse. La mamite légère, qui de type 1, de grade 1, c'est qu'il y a un changement au niveau du lait seulement par apparition des grumeaux. Le pied est normal. La mamite modérée de grade 2, on a un changement au niveau du lait et du tissu mammaire, comme ici, cette brebis. Ce quartier-là était plus ferme, plus gros, et puis avec un œdème au niveau du trayon, puis ce quartier-là était plein de pus. Mais chose à considérer, c'est que l'état général de la brebis demeure normal parce que l'infection est seulement localisée au niveau du pied. Dans la mamite aiguë, il y a une altération des sécrétions du lait. La sécrétion peut être jaunâtre, aqueuse, parfois teintée de sang. Et puis, on a aussi une modification au niveau du pis avec les 3 heures, EUR, qui sont la rougeur, la douleur et la chaleur, qui sont les 3 indicateurs d'une inflammation. Puis la mamelle est enflée et dure, comme on peut voir à notre droite sur ce quartier-là. Et puis, on a une atteinte de l'état général de la brebis par manifestation de signes cliniques. On a de la fièvre, de l'abattement et une perte d'appétit. Parfois, on va avoir une mamite gangreneuse qui est très sévère, qui est due à une bactérie qui va amener la mort et des tissus puis la gangrène. Il va y avoir du sang au niveau du quartier. Parfois aussi l'élimination de gaz quand on presse le trayon. On a l'impression que c'est de l'air qui sort. Le pied est froid à la palpation. Puis l'atteinte générale est très prononcée. La vie de la brebis est en danger. C'est ce qu'on appelle aussi le pis bleu. Pour la mamite subclinique, ça, c'est notre plus grand ennemi. C'est une mamite qui passe complètement sous le radar parce qu'il n'y a aucune modification du lait de la glande mammaire. Alors, il faut avoir recours à des données du côté laitier pour la détecter, comme le comptage cellulaire, fait de la bactériologie. Puis du côté de nos brebis allaitantes, c'est beaucoup plus insidieux parce qu'on va le détecter lors de la pesée des agneaux par une croissance décevante.
ou faire un CMT au niveau du pied. Pour la mamite chronique, c'est une conséquence d'une infection prononcée qui est prolongée. On a une formation de kyste, d'abcès, de la fibrose. La fibrose, c'est une cicatrisation du tissu suite à un dommage important. Puis ce qui nous amène à une mamelle asymétrique, une diminution importante de la production de lait. Si on voit en haut à gauche ici, une réaction du ganglion, qui est un signe d'inflammation au niveau du pie. Ici, on a un pie avec des masses, des bosses de différentes dimensions. Puis on pourrait prendre, par exemple, ce pie-là comme un pie en début de mamite chronique. C'est que le quartier atteint va être, lui, demeurer un peu plus gros, un peu plus ferme que l'autre quartier. Puis même après la traite, on peut se demander si ce quartier-là a bien été vidé. Puis on peut avoir une mamite chronique aussi à long terme. Puis la conséquence, c'est suite à une persistance de l'inflammation, on a une destruction cellulaire, puis mort et fibrose des tissus, qui nous donne aussi un pie débalancé, mais cette fois-ci, le quartier atteint est beaucoup plus petit, qui est réduit en volume, puis beaucoup moins productif. Puis c'est dû souvent à une mamite qui n'a pas guéri, puis la présence constante des bactéries au niveau des alvéoles provoque une inflammation continue qui fait des dommages. On a une mort et destruction des tissus, la fibrose, puis une perte de tissu mammaire, de tissu productif, ce qui nous fait qu'on se retrouve avec un pie qui est beaucoup plus petit. De façon schématisée, les scénarios d'une mamite, tout d'abord, il faut se rappeler qu'un microbe pénètre par le bout du crayon et puis il rencontre certaines cellules de défense qui sont là pour assurer certaines protections. Puis au bout de quelques heures, il y a une multiplication des bactéries. Puis certaines bactéries sont capables de doubler leur nombre, doubler leur nombre en une demi-heure, à chaque demi-heure, ce qui est très important. Puis le système immunitaire répond en un nombre augmenté de nouvelles cellules par le sein ici pour amener une protection pour essayer de contrôler l'infection au niveau du pied. Puis c'est à la vidange qu'on va voir le résultat du combat. Il y a 3 issues possibles. La guérison spontanée, c'est l'arrivée rapide en grand nombre des cellules qui stoppent l'infection. Et on a aussi la mamite clinique, c'est les cellules qui arrivent trop tard ou en nombre insuffisant. Ou parfois même, c'est la bactérie qui est très agressive, qui supplante le système immunitaire. Puis à chaque fois, on a des modifications au niveau du lait, du quartier, puis l'apparition de signes cliniques comme la fièvre. Puis notre mamite subclinique, c'est des microbes qui sont moyennement agressifs, qui entraînent une réaction mitigée du système immunitaire. Il se demande s'il va prendre l'attaque au sérieux. Puis c'est un peu comme un combat de boxe à match égal. Un round, c'est les bactéries qui gagnent, et puis un autre round, c'est les cellules. Mais à chaque fois, il n'y a aucune modification visuelle au niveau du quartier et du lait, ce qui rend la détection très difficile. Puis, qu'est-ce qui cause la mamite? D'abord, les causes infectieuses, beaucoup de bactéries. Puis, si vous faites la bactério, des tests de laboratoire, vous allez entendre des noms comme les staphylocoques ou Staph aureus, Staph acoagulase négative, les streptocoques, les bactéries à gram négatif de l'environnement comme E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, le Mannemia hemolytica, l'hystéria qu'on retrouve au niveau des ensilages mal conservés, moisis, des bactéries qui causent des abcès, pyogenèse, Tupperella, puis Corynebacterium, et les mycoplasmes. Et ici, on est chanceux. C'est très peu fréquent, mais heureusement, parce que c'est une bactérie qui est difficile à éliminer une fois présente dans le troupeau. Puis on a aussi des levures, des moisissures qui causent des problèmes de mamite. Puis à faire attention au fourrage puis à la paille moisie qui se retrouve dans les parcs parce que c'est une cause de contamination pour les trayons. Maintenant, la cause d'origine infectieuse virale, on en a un qui est le midivicina, qui cause une inflammation par infiltration d'un groupe de globules blancs au niveau du pie. Puis en résumé, c'est que le virus a une prédilection pour certains tissus, puis le pie en fait partie. La présence du virus stimule le système immunitaire qui attire les globules blancs, puis qui finissent par s'accumuler, puis tout prendre de l'espace, puis compriment les alvéoles.
ce qui fait qu'on a un pis qui fait peu ou pas de lait, ce qu'on appelle justement le pis de bois, qui est plus fréquent lors des premières mises bas si l'incidence du troupeau est élevée. Puis, il faut se rappeler que c'est transmis par le lait aux agneaux et aux agnelles qui sont porteurs à vie à ce moment-là. Donc, ça a une conséquence pour notre relève. Puis, ça amène aussi à une diminution de production qui augmente avec l'âge de la brebis. Maintenant, dans les causes non infectieuses, les facteurs favorisants, c'est tout ce qui va toucher l'intégrité, détériorer l'intégrité de la peau du taillon, comme des blessures, des éraflures suite à une tétée agressive. L'ectyma contagieux, qui est transmise par l'agneau à la brebis au niveau des traillons. Puis, c'est un virus qui cause des ulcères profonds avec une croûte, puis c'est très douloureux pour la brebis lors de la tétée. Puis, les verrues ou d'autres masses de chair qui sont à la surface du traillon, quand on va presser le traillon, ça diminue notre sterne du traillon, puis ça amène un ralentissement de la descente du lait. Au niveau de la conformation du pis des traillons, tout ce qui touche, qui facilite la vidange et la tétée sont importants. Et puis, lors de une cause, c'est la surtraite. Puis, la surtraite va nous emmener une réaction du sphincter comme ça, avec des aspérités qui procurent un abri supplémentaire aux microbes, parce que c'est très difficile à laver. Puis, la teinte d'intégrité du bout du sphincter favorise l'entrée des bactéries dans le traillon. Puis, la sténose, c'est le rétrécissement du canal du traillon qui amène un ralentissement du débit. Et puis ici, le déroulement d'une infection là, en vue agrandi au niveau de l'alvéole. Fait que certaines bactéries vont produire des toxines qui vont amener même la mort des cellules, puis qui vont amener par après la libération d'enzymes qui, eux aussi, vont causer d'autres dommages. Et puis là, on a un effet domino. Plus de dommages, plus d'inflammation, puis la roue tourne. Puis dans l'inflammation, on a une dilatation des vaisseaux sanguins qui nous amène la congestion puis la rougeur au niveau des tissus. Puis, mais ça nous amène également, par exemple, un apport de cellules de défense supplémentaires pour essayer de combattre l'infection. Puis, les moments propices pour la mémite, un de ceux-ci, c'est la mise bas, parce que c'est reconnu qu'il y a une diminution du système immunitaire à ce moment-là. On pourrait dire en général 15 jours avant, 15 jours après la mise bas, ce qui en fait une période critique. Puis, il y a une demande d'énergie maximale pour la brebis, puis souvent associée à des problèmes métaboliques. Une congestion mammaire, faire attention à la concentration de sel dans la ration. Puis, je pense aussi à nos brebis retardataires, les dernières agnelées du groupe, qui, elles, ça fait longtemps qu'ils ont accès à une alimentation qui est très riche, qui peut nous emmener une congestion mammaire, puis une mauvaise circulation sanguine, de l'œdème au niveau du pis. Puis, lors de la mise bas, bien, on a une diminution de la descente du lait, de la douleur, puis de la refus de tétée. Puis, il faut respecter la densité animale, puis un bon paillage qui est recommandé 1,5 kg par brebis par jour. Il y a aussi le tarissement et le sevrage, qui sont des périodes stressantes. On a de la congestion, de l'inconfort. On peut avoir aussi de la perte de lait. Puis, notre formation de bouchon de kératine n'est pas complétée. Puis, la densité animale augmente parce que nos agneaux ont grossi, ont pris de l'espace. Puis, ça demande un bon paillage. Si on regarde de plus près certains facteurs comme la surpopulation, la mise bas, parce qu'on peut perdre de l'espace avec nos cases d'agnelage, on comprime les autres brebis. Puis, si je prends par exemple, si c'est une agnelle, si c'est la première fois qu'elle accouche, puis elle ne sait pas trop qu'est-ce qui lui arrive, puis elle a peur des agneaux quand ils arrivent pour téter. Elle tourne en rond, renverse sa chaudière d'eau, piétine sa litière, puis on se retrouve avec un environnement qui est défavorable à ce moment-là, détérioré. Ou cette brebis, pardon, avec l'ectyma contagieux, on a des plaies ouvertes très profondes avec une contamination bactérienne qui est augmentée, ce qui peut favoriser l'entrée des bactéries ou du traillon. Puis la transmission, comment ça se transmet, tout ça. Les bactéries sont naturellement présentes dans l'environnement, y compris dans l'élevage. Puis pour le secteur laitier, pendant la traite, le réservoir des infections,
c'est les quartiers infectés, les trayons crevassés. Puis ici, on retrouve notre fameux Staph aureus. Si, alors, le staph, s'il est en grande quantité au niveau des crevasses ou même excrété abondamment par le pie, il contamine les manchons trayeurs. Puis, des études qui ont démontré qu'on peut transmettre le staph jusqu'à la 6e pause subséquente de cette unité-là. Fait qu'on peut le transmettre à d'autres brebis. Puis, faire attention aux variations du vide parce que la bactérie peut être propulsée à l'intérieur du quartier à ce moment-là. Puis en dehors de la traite, mais c'est bon également pour nos brebis allaitantes, les réservoirs d'infection, c'est l'environnement, la qualité de la litière, la propreté des bâtiments. Puis à ce moment-là, on a plus de streptocoques et de colibacilles qui vont causer problème. Puis pour nos brebis allaitantes de boucherie, la transmission peut se faire aussi par l'agneau malade atteint d'une bronchopneumonie à Amanhemia hemolytica. Les bactéries sont présentes dans la bouche, dans la gorge, puis ils peuvent contaminer le trayon et la mamelle de la brebis. Alors, il faut faire attention à l'agneau voleur qui agit comme vecteur, mais il peut le faire aussi pour le Staph aureus. Alors ici, un tableau qui est intéressant pour la répartition dans le temps. On voit que les microbes changent selon la période, et puis c'est très dynamique. Puis ici, à notre mise bas, on a notre fameux midivicina qui va se manifester par un pis dur, un pis de bois. La période d'allaitement, on retrouve notre Amanhemia hemolytica avec les pneumonies des agneaux et aussi du Staph aureus. Mais alors, le Staph aureus il est réparti sur une très longue période avec les brebis laitières dans la lactation avec les autres bactéries Gram-plus. Puis, il ne faut pas oublier notre période de tarissement, qui est une période de stress. Puis ici, la qualité de la litière, attention aux levures et moisissures. Maintenant, la prévalence, c'est la fréquence à laquelle se manifestent les mammites. Puis la mammite clinique, c'est celle qu'on se souvient le plus parce qu'elles sont plus visibles, mais heureusement, elles sont beaucoup moins fréquentes. Puis la mammite subclinique, c'est la mammite qui est non visible, mais bien présente dans les troupeaux et beaucoup plus dommageable. Avec 2 études de très grande envergure, on a pu déterminer chez la brebis qu'un taux de mammite clinique autour de 2 avec un objectif à atteindre qui est en bas de 5 Puis la mammite subclinique, de 30 chez la brebis. Puis justement, l'objectif, c'est en bas de 30 Les bactéries n'ont pas toutes la même importance au point de vue fréquence, manifestation clinique et gravité. Puis ici, c'est pour vous montrer un peu tout le vocabulaire qui accompagne les mammites. Les mammites cliniques sont causées par des pathogènes majeurs, comme le Staph aureus et l'Amanhemia, qui produisent des toxines. Et chez l'ovin, en général, on a beaucoup moins de mammites à E. coli et streptocoques. C'est dû à une particularité du fumier, qui est plus sec, plus ferme, puis en protéines. Certaines mammites sont contagieuses de la part de leur capacité à résister ou déjouer le système immunitaire. Elles adhèrent et persistent dans le tissu mammaire, puis elles se transmettent d'une mamelle infectée à une autre lors de la traite ou par un agneau voleur. Puis d'autres mammites sont dites environnementales. Elles proviennent d'une litière trop humide, détériorée, qui favorise la mutication et augmente ainsi la pression d'infection. Une particularité pour les staphylocoques, qui sont partout dans l'environnement et sur la peau du pis des trayons, ainsi que sur les mains gercées, d'où l'importance de la recommandation de porter des gants lors de la traite. Puis, les staphes sont les plus fréquemment isolés des infections mammaires chez les petits ruminants. Puis, le Staph aureus, c'est un pathogène majeur qui provoque des mammites cliniques, mais qui est aussi très présent dans les mammites subcliniques tenaces avec une forte augmentation du comptage leucocytaire. C'est un adversaire redoutable, le Staph aureus. Puis les autres staphes qu'on peut appeler staphylocoques à coagulase négative, ils ont longtemps été considérés comme des pathogènes mineurs, mais sont de plus en plus des acteurs majeurs dans la mammite subclinique avec un comptage leucocytaire élevé. Puis, certaines espèces peuvent aussi induire des mammites cliniques qui ont la capacité à produire du biofilm. Donc, c'est des agents à moins prendre à la légère. Puis, du côté des brebis laitières, grâce à un programme du MAPAC, vous pouvez soumettre des échantillons de lait au laboratoire par l'entremise de votre vétérinaire. Puis, les frais de laboratoire sont défrayés par le MAPAC. En 2020-2021, il y a eu 8 soumissions pour 98 échantillons de lait au total.
Puis ici, on voit nos bactéries gram-négatifs avec le E. coli Manemia, nos bactéries gram-positives décorinées, puis nos fameux staphylocoques qui sont détaillés ici, notre Staph aureus, puis les autres plus connus, Staph chromogenes, Epidermidis, Simulans, puis Xylosus. Puis nous avons les Staph SPP, c'est des bactéries qu'on n'a pas encore réussi à donner un nom, mais qui sont très présentes. Puis je vous invite à regarder l'image, garder l'image de ce graphique-là pour le comparer à celui-ci qui vient d'une étude en France qui date de 2006. Puis regardez la similitude des diagrammes. Ça n'a pratiquement pas changé depuis tout ce temps-là. Nos fameux staph à coagulase négative représentent près que 80% des isolats avec les mêmes acteurs qu'on a vus précédemment. Un peu de Staph aureus, streptocoque et nos bactéries gram-négatives comme le E. coli. Puis, les études puis les données du côté de nos brebis allaitantes, c'est peu fréquent parce que c'est pas de coutume qu'on fait de routine des analyses de lait chez nos brebis de boucherie. Alors, les études sont beaucoup moins fréquentes en grand nombre. Mais en 2017, le CEPOC, avec des collaborateurs, ont réalisé une étude terrain. Et puis, les principaux résultats sont résumés dans ce tableau que vous pouvez retrouver sur l'Internet. Puis, plus en détail, c'est 30 troupeaux qui ont été sélectionnés à la grandeur du Québec. Et puis, dans chaque troupeau, on prélevait du lait chez 25 brebis. Puis, pour chaque brebis, on faisait un test de CMT qu'on considérait positif à plus grand ou égal à 1. On faisait une culture bactériologique pour voir s'il y avait présence de bactéries dans le pis. Puis, on déclarait que la brebis était en mamite sous-clinique lorsqu'elle était positive au point 1 et 2. Et puis, ça s'est fait sur 756 échantillons de lait. On voit les résultats ici. On retrouve encore nos fameux staph à coagulase négative qui sont présents en très grande quantité, en pourcentage dans les troupeaux, à 93% dans les troupeaux, mais en pourcentage moins élevé chez nos brebis. Puis le Staph aureus, quand même, qui est présent dans au-dessus de 70%, notre streptocoque. La Manemia hémolytica à 33%, c'est une brebis sur 3 qui est porteuse de cette bactérie-là. Puis les bactéries à gram-négatif, puis ici, Pyogenes. Puis en résultat, les brebis qu'on a considérées positives à un CMT, c'est 12 à 60% des brebis qui réagissent par troupeau, pour une moyenne de 33%. La prévalence des mammites subcliniques, 0 à 36% des brebis par troupeau, pour une moyenne de 17,7%, ce qui est bon parce qu'on sait que l'objectif, c'est en bas de 30%. Puis les facteurs de risque, une culture positive, c'est associé au nombre de mises bas puis le nombre de jours en lait qui sont augmentés. Puis pour la mamite subclinique, c'est aussi le nombre de mises bas puis une lactation de plus de 30 jours. Si on regarde au niveau des graphiques, à notre gauche, la distribution des fermes selon le pourcentage de brebis atteintes en mamite subclinique, il y a une tendance du côté droit avec un pourcentage qui est plus élevé de brebis positives. Ici, on a 6 troupeaux avec des brebis, pourcentage entre 10 et 15% des brebis. 6 troupeaux entre 15 et 20% des brebis positives. Puis ici, 8 troupeaux qui sont en 20-25% des brebis qui sont en sous-clinique. Mais 4 troupeaux qui ont 25% des brebis et plus qui sont en mamite sous-clinique, c'est 1 sur 4. C'est quand même à considérer. Puis ici, c'est le pourcentage des infections intramammaires. C'est des brebis chez lesquelles on a réussi à isoler une bactérie au niveau du pis. On regarde que 11 troupeaux avaient entre 15 et 25% des brebis porteuses de microbes. 10 troupeaux qui ont entre 25 et 35% de brebis qui ont une bactérie. Puis, quand même 3 troupeaux qui ont 35% des brebis et plus. Ça, c'est plus qu'une brebis sur 3 qui a une bactérie au niveau du pis. Maintenant, on a parlé beaucoup d'infections, d'inflammations, mais comment que le pis fait pour se défendre? Tout d'abord, par des défenses passives, par la conformation et le fonctionnement du trayon. On veut un trayon qui n'est pas trop petit, pas trop long, ni trop gros, parce qu'un trayon en forme de bouteille, c'est très désagréable pour la pose de l'unité, mais aussi qui est difficile pour la tétée de l'agneau.
Puis on veut un trayon qui est bien positionné, qui aide à la vidange rapide du lait, avec un sphincter qui est souple, avec un bon tonus, puis la présence de kératine à la surface du sphincter. Puis il y a d'autres défenses qu'on dit actives, qu'on a vues, qui viennent par les vaisseaux sanguins. C'est nos globules blancs qui viennent porter main forte pour combattre l'infection. Alors, dans les défenses naturelles, les leucocytes ou les globules blancs, c'est notre première ligne de défense cellulaire. Puis, on a des leucocytes qu'on dit résidents, qui sont à l'intérieur du pis d'un pis sain. Puis, une de ces populations-là, c'est les macrophages. Puis, les macrophages, c'est des grosses cellules qui vont ingérer puis digérer le microbe. Puis, c'est eux qui sont le plus gros pourcentage dans les pis sains, qui représentent entre 50 et 70 de la population. Mais en nombre, c'est peu élevé là, quand même. Puis ici, les lymphocytes, c'est une autre famille qui, elle, au contact des bactéries, va développer une mémoire, une reconnaissance des bactéries, puis il va fabriquer des anticorps contre ces bactéries-là. Puis il représente un pourcentage à peu près entre 10 et 17 de la population dans un piscin. Puis ici, nos leucocytes migrants, ça, c'est notre armée de secours là, qui vient porter main forte lors d'une infection. Puis c'est surtout les neutrophiles qui sont des combattants très compétents. Puis eux autres peuvent être représentés jusqu'à 70 de la population des leucocytes lors d'une infection. Si on revient pour les défenses naturelles, on va parler de la kératine. La kératine, c'est une substance cireuse qui est à la surface du sphincter qui va faire un léger bouchon puis qui va retarder puis nuire à la progression des bactéries. Puis la longueur du diamètre du sphincter est importante. Chez la brebis, il est très court, ce qui est un avantage pour fermer la porte aux bactéries. Mais il faut se rappeler que le sphincter prend 30 à 120 minutes pour se fermer complètement après la traite. D'où l'importance de garder les brebis debout au retour du parc, au parc, c'est-à-dire, et leur servir un aliment frais. Puis un bon paillage est requis aussi. Maintenant, pour les brebis allaitantes, l'agneau boit 10-12 fois par jour. Fait que la vidange fréquente protège d'une certaine façon contre la mamite. Ça nettoie d'une certaine manière le sphincter. Puis c'est la propriété antiseptique de la kératine qui tapisse le canal aide aussi à ce niveau-là. Puis un bon paillage et de mise. Maintenant, en France, par des travaux, on a établi une corrélation d'une bonne conformation du PI et la diminution des comptages cellulaires, puis de même que la sensibilité aux infections. Et puis, on a déterminé qu'il y avait des lignées qui sont plus sensibles, des lignées plus résistantes. Puis, on regarde encore le niveau du PI qui est plus bas que les jarrets ou le plancher du pis qui est beaucoup plus bas que la position des trayons. On regarde le plancher du pis avec la tache antérieure et la forme du trayon. Puis ce qu'on veut, là, c'est vraiment aussi un pis comme ça. Le plancher qui est assez au niveau des trayons et pas plus bas que les jarrets. Maintenant, comment on arrive à un diagnostic clinique? Tout d'abord par l'observation de l'animal, puis des symptômes, des signes cliniques. Puis ça, c'est vous, les éleveurs, qui êtes à la première ligne pour observer votre animal, que votre brebis est moins alerte aujourd'hui, et reste plus en retrait, reste couché. Fait que c'est vous qui avez l'œil pour déterminer que les premiers symptômes que votre brebis là, peut être atteinte d'une mamite. Et puis, il y a l'aspect aussi du lait, puis l'examen du pis. Chez la race laitière, ça se fait facilement au pied de traite. Pour la race de boucherie, c'est plus difficile. On peut le détecter peut-être en regardant un dépérissement de l'agneau. C'est un agneau qui va avoir les flancs creux. On va avoir un doute à ce moment-là. Puis, à l'échographie, c'est un bon moment aussi pour le dépistage des problèmes chroniques. On va trouver des abcès, de la fibrose, au niveau des trayons. Et puis, on peut décider à ce moment-là si on fait une réforme ou pas. Puis, récolter le lait au niveau d'un récipient. Puis, je ne vous recommande pas de le faire à main nue parce qu'on a vu que les gerçures,
les bactéries se maintiennent au niveau des gerçures des mains. Puis, si vous avez une mamite aiguë qui est très fortement contaminée, tout ce que vous allez toucher avec votre main, après ça, vous allez contaminer aussi. Puis, pour arriver à un diagnostic bactériologique, ça se fait en laboratoire par culture. Puis, le PCR, c'est l'identification de l'ADN des bactéries. Puis, on a aussi des appareils sophistiqués aujourd'hui comme le Maltitov. Puis, on peut faire un antibiogramme. Puis, à la clinique, il y a une technique qu'on appelle le PTFRIM. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'analyse de laboratoire qui se fait, là, on met une mince pellicule sur un milieu de culture qui est incubé pendant 24 heures, puis le lendemain, on regarde s'il y a une croissance des bactéries. Si oui, on fait d'autres tests pour pouvoir l'identifier. Puis, on peut faire un antibiogramme. On ensemence une gélose, puis après la croissance des bactéries, on dépose des disques imbibés d'antibiotiques. Puis, si l'antibiotique est efficace, il tue la bactérie, puis il crée un cerne. Puis, plus grand est le cerne, meilleur est l'antibiotique. Ici, on peut voir que cet antibiotique-là, les bactéries sont résistantes, il n'y a aucun cerne. Quand et pourquoi faire un prélèvement individuel? Lorsque la fréquence des cas de mammites sont plus élevées, et puis on a un problème qui prend de l'ampleur, pour trouver un agent en cause, une problématique qui se répète, c'est bon de trouver la source de la contamination, puis ça nous aide à prendre une décision de traitement ou non, savoir contre quelle bactérie on se bat. C'est intéressant à le faire aussi lors d'un nouvel achat. Et puis, attention, par exemple, à l'excrétion intermittente, parfois, ça peut nous emmener à des résultats négatifs. Pour l'analyse de bassin, ça donne une vue d'ensemble de présence de certaines bactéries dans le troupeau ou la recherche de certains microbes, par exemple, si on veut savoir s'il y a du mycoplasme. Puis, attention à l'interprétation, à la croissance bactérienne post-traite, par exemple. Ça dépend de la capacité de refroidissement de votre bassin puis de la conservation. Puis, pour les fromagers qui sont indépendants, ils envoient des analyses en laboratoire privé à tous les mois pour vérifier l'absence de Staph aureus coli et assurément de Listeria et de Salmonelle. Pour le diagnostic, pour la prise d'échantillons de lait, vous allez avoir besoin d'une tasse filtre, des gants, des tampons d'alcool ou des gaz imbibés, des tubes stériles, puis un crayon marqueur. Puis, on s'assure de développer une méthode aseptique pour éviter la contamination du tube parce qu'on veut vraiment avoir le lait qui vient du quartier et non pas ce qu'il y a autour du sphincter ou du trayon. Puis pour ça, on recommande de porter des gants, enlever les premiers jets dans une tasse filtre, puis bien désinfecter le bout du trayon avec de l'alcool. Puis c'est important de tenir le tube à 45 degrés, non à la verticale, sous la brebis, pour éviter la chute d'un débris, justement, directement dans le tube. Et puis, un autre point important, c'est d'éviter tout contact entre le bout du tube et le trayon pour éviter une contamination. Et puis, on peut réfrigérer le lait au maximum 24-48 heures pour l'analyse, mais congelé, bien, on peut le conserver plus longtemps ou le remettre à votre vétérinaire lors de sa visite. Puis, la numération cellulaire fait partie du diagnostic. C'est qu'on sait que le lait contient à la fois des cellules épithéliales et des leucocytes. Elles sont présentes autant dans les mamelles saines ou infectées. On les regroupe sous le vocable de cellules somatiques qui viennent du corps, d'où le CCS, c'est le compte des cellules somatiques. Puis l'origine, ben, c'est les cellules épithéliales, c'est les cellules sécrétrices qui proviennent du renouvellement du tissu mammaire. Puis chez la brebis, ça représente 2 à 5 du volume total des cellules. Puis nos fameux leucocytes, et leur présence accrue dans le lait se produit lors d'une inflammation qui est généralement causée par une infection bactérienne. Puis cette augmentation soudaine du nombre des globules blancs est d'origine sanguine. Maintenant, de façon plus visuelle, on voit le facteur le plus important qui influence notre comptage cellulaire, c'est nos infections intramammaires dues aux microbes, les bactéries, puis notre fameux virus Medivisna. Puis, en deuxième ordre, ce qui fait la variation par des causes non infectieuses, le stade de lactation, puis aussi le nombre de lactations que la brebis a. Quand ils sont les plus âgés, bien,
les leucocytes sont plus élevés. Puis le nombre d'agneaux allaités est important. On considère qu'à 3 agneaux, les blessures au niveau du pied du traillon sont plus importantes. Et puis, pour le mois de la mise bas, pour nous, c'est plus peut-être les mois d'été qui fait très chaud. Quand vous avez une accumulation abondante de litière, puis c'est humide, et puis il y a beaucoup de mouches, c'est tous des facteurs défavorables là, pour la brebis. Et puis, dans les facteurs zootechniques, on sait qu'en Europe, la mise à l'herbe des brebis amène une augmentation du comptage leucocytaire en moyenne de 10 000 chez la brebis. Puis, les facteurs génétiques, pour négliger non plus, il y a une certaine héritabilité qui peut se transmettre. Les facteurs, en tout cas, ce n'est pas si élevé, mais c'est à considérer dans notre sélection. Maintenant, le comptage cellulaire fait au bassin de lait, c'est une estimation des leucocytes au niveau du troupeau. Puis, de façon individuelle, c'est par le contrôle laitier. Puis, ça nous donne une évaluation de la santé du pie ou aussi présence d'infection. L'identification des brebis par le comptage cellulaire, on peut identifier les plus fortes contributrices au bassin, soit avec un pathogène mineur, majeur, selon le comportement des leucocytes, avec des données à long terme. Puis, on peut faire le CMT à la ferme pour la détection des cas douteux, autant chez les brebis allaitantes que laitières. Puis, ici, pour notre seuil d'identification des femelles infectées par une bactérie, c'est 550 000 cellules par millilitre de leucocytes au niveau du pied. Puis ici, en graphique, on peut voir ici le comptage cellulaire, puis le nombre de jours en lait. Puis ici, on voit des brebis qui sont millionnaires, là, qui sont très élevées en leucocytes. Ici, nos brebis qui sont douteuses, garder un œil dessus, là, puis faire des tests pour voir à un moment donné si on peut identifier une bactérie. Puis, mais il faut s'encourager parce qu'on peut avoir des brebis qui sont sur une longue période avec un comptage leucocytaire qui demeure bas. Maintenant, quel diagnostic on peut faire à la ferme? Puis, ça fait longtemps que j'ai mentionné le fameux CMT. C'est une méthode qui est simple et rapide pour détecter les cas symptomatiques subcliniques. C'est un test visuel, ça nous permet de visualiser, d'estimer l'ampleur de la charge leucocytaire. Puis c'est une solution qui réagit en présence des cellules. Plus le nombre de cellules est élevé, on a un épaississement du mélange qui nous amène à un gel visqueux. C'est ça qui est important à regarder, ce n'est pas le changement de couleur. Puis ça nous donne une bonne indication d'une infection mammaire. Puis pour l'évaluation, ça demande quand même une certaine pratique pour se faire l'œil, pour voir la différence. Comme ici, c'est plus liquide. Ici, il reste un gel là, dans le fond du récipient qu'on peut identifier comme positif. Puis ça, c'est une manière de savoir pour garder la même quantité de lait par les compartiments, c'est qu'on bascule la palette à 45 degrés. Et puis, en la ramenant à l'horizontale, on met la solution puis on fait une rotation à l'horizontale pour voir la réaction qui va nous donner le gel. Puis, l'identification d'une brebis avec une infection intramammaire, c'est un CMT qui est plus grand ou égal à 1. Puis, on sait que nos leucocytes sont présents dans une glande saine, mais en quantité, en nombre restreint. Mais lors d'une infection, bien, on a une augmentation spectaculaire du nombre de leucocytes, surtout dû aux neutrophiles. Ça ici, c'est la charte pour nous aider à évaluer notre CMT. Les grades négatifs, traces 1, 2, 3. Puis à 1, bien, c'est un peu comme l'autre photo, c'est visqueux dans le fond du récipient. Puis à 2, il quitte les rebords, puis il se concentre plus vers le centre. Puis à 3, c'est très fortement positif, puis il va se faire un genre de cône, un petit monticule en plein centre là, qui se soulève lorsqu'on fait la rotation. Puis lorsque vous versez la palette, il va tomber tout d'un coup, là, qui se tient tout ensemble, le gel. Maintenant, pour montrer la dynamique de la mamite, qui est multifactorielle, notre pression d'infection exercée par l'environnement a une influence sur notre comptage cellulaire.
puis également sur notre système immunitaire. Si la pression d'infection n'est pas trop forte, notre système immunitaire a le temps de se développer puis être compétent pour défendre la glande mammaire. Puis notre sélection génétique a d'importance aussi sur notre immunité. On a vu que des lignées qui sont plus résistantes, d'autres sont plus sensibles. Puis on a des lignées qui sont également naturellement plus basses en leucocytes, d'autres plus hautes en leucocytes. Puis la lignée qui est naturellement plus haute en leucocytes, ce n'est pas un signe de compétence, d'efficacité à combattre une infection. Puis ici, c'est notre réaction à l'infection qui nous donne la possibilité de nos 3 scénarios pour une mamite, soit une guérison spontanée, une infection subclinique ou une mamite clinique. Maintenant, si on parle du programme PISAC, de la campagne de la qualité du lait, de la santé de la glande mammaire chez les petits ruminants, c'est un programme qui est disponible depuis juin 2020. Puis il faut être producteur laitier, puis être enregistré au niveau du MAPAC par un IM. Puis vous êtes accompagné par votre vétérinaire, ça se déroule en 3 volets. Puis à l'aide d'un questionnaire à la première visite, tout ce qui touche la pratique, la méthode de traite, puis l'évaluation de l'environnement, c'est passé en revue. Puis à la 2e visite, c'est la prise et la soumission d'échantillons de lait. Puis à la 3e visite, c'est tout dépendant des résultats, quelles recommandations qu'on va vous faire. Puis vous pouvez faire toutes ces étapes-là à la fréquence d'une fois par année financière. Alors, quand c'est en prévaloir, c'est lorsque votre troupeau est aux prises avec un problème de mamite clinique, subclinique ou subit une augmentation de cellules somatiques. C'est une démarche qui est bien structurée, puis votre vétérinaire peut ainsi élaborer une stratégie de prévention, de contrôle adaptée à votre ferme. C'est un programme qui est présenté par le MAPAC. Puis en complément à ce programme, le CEPOC avec le MAPAC et la Faculté de médecine vétérinaire ont développé plusieurs fiches sur la santé mammaire et la qualité du lait qui sont disponibles sur le site du CEPOC dans le centre de documentation. Ils sont très bien, ils sont très complètes et puis ils contiennent beaucoup d'informations. Puis je vous invite à les consulter. Vous pouvez les télécharger. Maintenant, une petite bifurcation. On sait que la conférence porte aussi sur la santé du pied. Puis un élément important à considérer, c'est le colostrum. Et la sécrétion d'un colostrum de qualité, de bonne qualité, va de pair avec un pied en bonne santé. On sait que c'est un aliment essentiel à la survie de l'agneau. Puis, vous pouvez évaluer la qualité du colostrum puis la quantité d'anticorps par le réfractomètre de Brix, qui donne une bonne relation entre la valeur observée en pourcent de Brix et la concentration des immunoglobulines, qui sont les anticorps, puis du contenu dans le colostrum en grammes par litre. Puis, ça permet de faire une décision de supplémenter ou non l'agneau, puis faire un choix pour la congélation, se faire une banque de colostrum. Ici, on a l'appareil optique, mais qui est avec une échelle qui est comme celui-ci, puis vous pouvez calibrer à 0 en mettant de l'eau, préférablement de l'eau distillée, puis vous allez le calibrer à 0, puis vous pouvez l'ajuster avec une petite vis sur le dessus de l'appareil ici. Puis le colostrum, lui, va vous donner une valeur plus élevée, évidemment. Puis ici, c'est l'appareil numérique qu'on peut se servir en acériculture aussi. Puis il va vous donner un chiffre vraiment précis. Alors, un Brix plus grand que 30, c'est un colostrum d'une excellente qualité, qui a une bonne quantité d'anticorps. Et un Brix de 22 à 29, c'est un colostrum de bonne qualité. Puis en bas de 22, c'est sous la norme, puis on doit vraiment supplémenter l'agneau en colostrum. Et pour se faire une banque, on vise le 30 et peut-être entre 25 et 29 ici. Puis si on regarde les besoins de l'agneau, pour calculer, c'est 50 millilitres par kilo par repas, 4 repas, ou un total de 210 millilitres par kilo, 4 repas aussi, pour les 18 premières heures de vie. Ce qui fait qu'un agneau de 2,5 kg va ingérer 125 millilitres par repas pour un total de 525. Puis un agneau de 4 kg va prendre 200 millilitres par repas pour 840 millilitres au total. C'est des quantités appréciables, mais c'est atteignable. Puis la question à se poser, c'est est-ce que l'agnelle ou la brebis prolifique
peut produire la qualité de colostrum requise en haut de 22 Brix en quantité suffisante pour le nombre d'agneaux nés en rapport à leur poids. Puis, il se rappeler qu'un agneau qui n'a pas absorbé assez de colostrum contenant une bonne quantité d'anticorps a 2,4 fois plus de chances d'être malade ou de mourir de la naissance au sevrage. Maintenant, si on revient au traitement pour les mammites, le premier objectif, c'est d'obtenir une guérison clinique. Puis le traitement doit contribuer à la disparition des signes cliniques généraux et locaux, à limiter la destruction tissulaire, à restaurer la production laitière, puis à sauver l'animal. Puis le second objectif du traitement, c'est de parvenir à une guérison bactériologique. Le but à atteindre est l'élimination totale des bactéries afin d'éviter une rechute ou un enquistement, puis une évolution vers une forme subclinique, puis le maintien de réservoirs de germes, une mammite chronique ou une source potentielle d'infection pour les autres troupeaux, les autres animaux du troupeau. Pour le traitement, au Canada, aucun antibiotique à infusion mammaire est homologué. Puis au niveau injectable, il y a très peu d'antibiotiques, puis un anti-inflammatoire non stéroïdien qui sont homologués. Fait que ça ne nous laisse pas grand choix. Puis la relation vet client-patient est essentielle pour la connaissance du troupeau. Puis ça nous aide à prendre une décision de traitement, un choix du produit. Puis nos chances de succès sont largement déterminées par une détection rapide. Puis on recommande de mettre un tube complet. On ne conseille pas de diviser. Puis le temps de retrait de lait, c'est pour prévenir une contamination du bassin. Alors, pour le temps de retrait de lait puis le temps de retrait de la viande, ça, c'est une décision à prendre avec votre vétérinaire, tout dépendant du produit choisi, du nombre de traitements faits. Puis, on peut se référer à un organisme comme le GFARAD qui peut nous donner une opinion, une orientation pour les périodes de retrait. Puis, j'attire votre attention sur une brebis qui est fortement affectée. Elle élimine les médicaments plus lentement. Vous avez une brebis là, qui mange très peu, qui a coupé en lait beaucoup. Fait qu'elle va concentrer les résidus d'antibiotiques au niveau du lait. Puis, son métabolisme est affecté. Puis, les médicaments sont souvent éliminés par le foie puis les reins. Fait que, une brebis qui est affectée, qui est en moins bonne santé, est moins compétente à ce niveau-là. Puis, bien identifier la brebis puis la tenue de registre, c'est l'idéal. Maintenant, pour l'infusion mammaire, l'introduction de la canule courte est beaucoup favorable pour un dommage minimal au sphincter, puis une possibilité moindre d'introduire d'autres microbes. Puis on voit que notre sphincter ici est beaucoup plus court, ce qui permet de pénétrer beaucoup moins loin dans le crayon. Auparavant, on avait des canules très longues de forme conique comme celle-ci. Puis l'introduction très prononcée pouvait prendre des bactéries du rebord du crayon et du sphincter, puis les propulser à l'intérieur du quartier. Ce n'était pas la meilleure chose à faire. Puis pour le traitement, bien désinfecter le bout du crayon avec un tampon d'alcool, se laver les mains et porter des gants. On veut, la personne qui fait l'infusion doit se garder les mains le plus propre possible. Maintenant, les coûts des mammites. Évidemment, la diminution de production et la perte monétaire, les retraits de lait, les médicaments, le VET et laboratoires, la diminution de la qualité, la baisse de rendement fromager, les réformes hâtives involontaires, les mortalités, les pertes génétiques, puis les pertes de gains de poids chez l'agneau, puis le remplacement, le lait de remplacement et la moulée qui sont dispendieux. Puis ici, le coût d'une mamite clinique là, chez la brebis laitière en Europe, selon une étude, 44 suite à la perte de production de lait, 40 suite au remplacement des animaux à la réforme. Alors, seulement ces deux éléments-là, c'est au-dessus de 80 des coûts. Puis on a une réduction du prix du lait, un lait de moindre qualité, transformation fromagère, puis ici, le coût vétérinaire, médicaments. La mamite clinique est plus facile d'estimer les coûts et les pertes. Puis pour une brebis allaitante de boucherie, aux prises avec une mamite, on doit compenser par l'alimentation des agneaux avec un supplément de lait et de moulée.
Et puis, la mémite subclinique est plus difficile d'en saisir l'importance et son impact économique au sein de l'élevage. Puis, des études démontrent qu'on peut avoir jusqu'à 15 de diminution de production de lait. Puis ici, des tableaux d'origine de production laitière. Puis la perte de production laitière en fonction du niveau d'infection. Si on a 25 d'infection au niveau du troupeau avec un comptage de 800 000, on estime une perte de 4,1 en lait. Puis à 50 avec un comptage assez élevé, on a une perte de lait de 8,2 Puis à 75 avec un comptage de 2 millions, on a 12,2 de perte. Puis selon d'autres études, ici, le comptage cellulaire par rapport à la production laitière d'une brebis, si on a un comptage cellulaire en bas de 300 000, disons ici un exemple à 87 000 qui est assez bas, on a une production estimée de 1,2 litres. Puis si on a une infection à un comptage à plus que 300 000, mais avec un comptage qu'on dit à 1,1 million, on perd 126 millilitres par jour ou 10 de production laitière. Fait que tout dépendant du nombre de brebis qu'on a dans l'élevage, c'est à considérer. Puis ici, le comptage cellulaire en rapport à la production laitière versus le statut infectieux. Un pinon infecté qui a un bon comptage, on estime une production laitière à celle-ci en millilitres par jour. Un quartier infecté par un pathogène mineur, on baisse à 857, donc une perte de 2,6 Un pathogène majeur, une perte de 8,8 Puis un quartier infecté par 2 pathogènes, on a une perte de 10 Puis là, ici, les producteurs de boucherie peuvent me dire, bien, ils sont tannés de voir un paquet de données laitières, mais ça nous permet justement de voir que lorsque le comptage cellulaire atteint un certain niveau, on a une perte de production. Puis on peut estimer que la même chose se passe chez la brebis allaitante. Puis cette perte de production-là, il faut la compenser, puis ça coûte de l'argent. Maintenant, le tarissement, c'est un temps de repos qui est nécessaire, autant pour la brebis que le pie. Et puis, ça permet une régénération des tissus, puis un pie en santé pour partir une nouvelle lactation. Puis, on peut avoir également des guérisons spontanées contre certaines infections. Puis, le tarissement, il n'y a pas d'homologation non plus de produits. Et puis, la décision de prescription, ça vient de la relation vet-client. Puis, le choix du traitement puis le choix de la candidate sont très importants. Dans le secteur laitier, on peut se fier au contrôle laitier, comptage cellulaire, si on a de la bactério et l'historique de la brebis. Puis, si le traitement est fait pendant le tarissement, il faut avoir une date de mise bas prévue pour éviter les résidus d'antibiotiques dans le bassin. Puis pour nos races de boucherie, ça se fait par l'examen du PI, puis faire un CMT pour prendre la décision. Puis, on a peu de chances de guérison si on a une infection chronique, par exemple à Staph aureus. Puis le staph est reconnu pour faire des micro-abcès. Puis parfois, il y a une rupture, puis lui, il réensemence le quartier, puis on repart avec une nouvelle infection. Puis ici, une étude très intéressante, une aide à la prise de la décision. Il y a 5 anomalies de palpation qui ont été prises en compte dans l'étude. Ici, c'est la réaction du ganglion au niveau du PI, le déséquilibre mammaire, il y a un PI déséquilibré, la présence de kyste et d'abcès, l'induration. Alors, plus vous avez d'éléments qui s'accumulent, ça vous aide à prendre la décision pour la réforme. Puis l'échec au tarissement, lors de l'infusion, si on a une portion qui est complètement cicatrisée, l'antibiotique ne peut pas diffuser. S'il y a de l'inflammation, ça diminue l'ouverture, puis il y a une moins grande quantité d'antibiotiques qui va les diffuser dans cette région. Puis il y a des canaux qui peuvent être obstrués complètement, qui empêchent également la diffusion de l'antibiotique. Puis une brebis avec un pis comme ça, on ne se pose même pas de questions. Puis l'échec au traitement, c'est certaines bactéries, qui en particulier les staphylocoques, ont la capacité de produire du biofilm. Le biofilm, c'est un genre de pellicule ou gel qui recouvre, qui entoure les bactéries, les rendant ainsi inaccessibles au système immunitaire et aux antibiotiques. Ceci favorise grandement la persistance de l'infection pendant la lactation, puis même jusqu'à la mise bas suivante, ce
qui nous amène aux mammites récidivantes ou chroniques. Puis le tarissement, c'est une période cruciale après le sevrage, qui est une période critique. Il y a une congestion mammaire importante suite à l'arrêt de la vidange du pis. On a de la douleur, de l'inconfort. Le bouchon de kératine qui est en formation, qui est non étanche. Puis on recommande un bon paillage à 0,8 kg par brebis par jour. Il faut surveiller l'aspect du pis pour les 10 premiers jours. Au besoin, vérifier la texture, la présence de chaleur. Puis ne pas ouvrir le crayon après 7 jours parce que le bouchon de kératine, il y a une bonne adhérence déjà. Puis lorsqu'on le retire par pression, bien, ça amène de l'inflammation et d'irritation du sphincter qui est dommageable. Ouvrir le crayon en dernier recours, faire une vidange quand c'est vraiment nécessaire ou on a une manifestation de mamite. Puis suivre une régie alimentaire rigoureuse en fin de lactation, puis par réduction importante des apports d'énergie et protéines. Pour la prévention maintenant, c'est l'élément sûrement le plus important. Puis c'est à considérer, ce n'est pas parce qu'il est à la fin qu'il est moins important. Puis de façon générale, fournir des bonnes conditions d'ambiance, de confort à nos brebis, une bonne ventilation, température, humidité adéquate, respecter la densité animale, une litière, un paillage, on ne reviendra jamais assez sur ça, il faut qu'il soit abondant. La réforme, être sévère sur notre sélection si notre inventaire peut le permettre. Tout ce qui est pis débalancé, fibrose, induration, abcès, cellules somatiques élevées, mammites chroniques à répétition, on réforme. Pour l'alimentation, éviter les carences en minéraux et vitamines qui sont très importants pour un système immunitaire efficace. Avoir une bonne sélection génétique au niveau de la conformation du pis, des trayons. On sait aussi qu'on a une influence sur le comptage cellulaire, des lignées résistantes. Puis, pour les critères d'achat, c'est choisir des jeunes sujets. Puis, penser aussi à l'assainissement du troupeau, du Midivista. Puis, on a un vaccin maintenant contre les staphes qui s'appelle Vimco. Un mot rapide sur le Midivista, extrait d'une conférence donnée par le docteur Casson-Rio en 2014. On savait déjà qu'en 2000, il y avait des effets néfastes du Midivista sur la mère parce qu'on a un poids de l'agneau d'une mère positive qui est plus faible au sevrage de 0,94 kg. Puis on a une mortalité plus élevée chez les agneaux de 3 pour la période de 0,30 jours. Puis en Espagne, on a démontré une perte de production de lait chez les brebis qui sont positives par rapport aux négatives. Puis ça augmente avec le nombre de lactations. Puis ça a un effet sur la santé globale parce que ça fait partie de la composante de la brebis maigre. Ça augmente notre taux de mortalité. Un impact sur la production de lait, autant chez les brebis laitières qu'allaitantes. Puis ça a une répercussion sûrement sur la rentabilité de nos entreprises. Puis penser à l'assainissement des troupeaux. Il y a un programme qui est subventionné par le MAP. Puis, un mot sur le vaccin qui s'appelle Vimco, de la compagnie IPRA. Au Canada, présentement, il est homologué uniquement pour la chèvre laitière. Mais dans plusieurs autres pays, en Europe, il est utilisé autant chez la brebis laitière et allaitante aussi. Puis ici, dans un protocole de 2 groupes de brebis similaires provenant d'un même troupeau, on a pris un groupe non vacciné et un groupe vacciné avant la mise bas, puis on a regardé les résultats. On a quand même un effet qui est positif de 1,3 kg. Un poids d'agneau qui est supérieur de 1,3 kg pour les brebis qui sont vaccinées, pour un total de 192 kg du groupe de 148 agneaux. Alors, il y a un effet positif, mais tous les auteurs mentionnent bien que le vaccin seul, ce n'est pas notre produit miracle qui va régler nos problèmes si on n'a pas fait un travail d'assainissement et de régie au niveau de la santé mammaire au préalable. Alors, dans le secteur laitier, au point de vue prévention, il faut être rigoureux, avoir un ordre de traite, méthode de traite, maintenance et entretien du système de traite, puis s'assurer de la propreté des équipements et du kit de traite. Puis en conclusion, la mamite est assurément multifactorielle. La mamite subclinique est largement sous-estimée chez les brebis allaitantes parce qu'on a peu de prise de données. Puis
Donc, beaucoup plus un impact important au point de vue monétaire qu'on pense. C'est parce que c'est difficile à chiffrer. Ça peut occasionner des pertes importantes dans le secteur laitier et de boucherie par des kilos d'agneaux produits en moins. Puis ça demande la mamite, là, ça demande une vigilance et un travail à longue haleine. Il faut être méthodique et minutieux. Il faut intensifier son action sur l'environnement et la prévention. Puis faites appel à vos intervenants sur le terrain, les vétérinaires, contrôle laitier, agronomes, conseillers d'équipement. Puis dans le secteur des petits ruminants, la recherche ne vous oublie pas. Au Québec, il y a 2 projets d'envergure, un pour la brebis allaitante sur la santé mammaire, puis un autre sur la qualité du lait des petits ruminants qui va dresser le portrait des agents pathogènes dans le lait. Alors, voici, merci pour votre attention et je serai disponible pour s'il y a des questions par la suite. Merci beaucoup.